Bonsoir et bienvenue. Nous sommes mardi le 23 février 2016. Bienvenue à votre lancement de produits. Ce soir, nous allons discuter de la berbérine avec Madame Hélène Gagné. Je suis Jannick Aubry, votre gérante régionale des ventes et ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Donc, Madame Hélène Gagné, elle est microbiologiste et naturopathe et elle utilise les produits de Nature Sunshine depuis 1984. Donc, Hélène, merci et c'est à toi. Bien, bonsoir. Merci, Jannick. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, parfait. Si jamais Euh, vous ne nous entendez pas, peut-être juste nous écrire là, dans les questions si jamais il y a un trouble et on va s'occuper de ça. Merci. Parfait. Alors, bonsoir à toutes. Je me présente Hélène Gagné et vous allez devoir être un peu indulgente parce que c'est la première fois que je fais un webinaire. Et c'est un peu spécial de faire une conférence à un ordinateur. Alors, mais je crois que je devrais pouvoir m'y habituer là, au fur et à mesure. Alors, ce soir, je vais vous présenter la berbérine. Vraiment, vous allez voir que c'est un produit qui est très excitant, qui a des résultats remarquables. C'est le cas de le dire. C'est connu depuis longtemps, la berbérine. Hein? C'est les Chinois, la médecine ayurvédique aussi l'utilisait, mais on vient de découvrir d'autres propriétés. C'est ça qu'on va parler ce soir aussi. Cette présentation-là a été faite par Mme Cindy Clément. Ceux qui ont assisté au congrès en octobre dernier là, à Montréal de Nature Sunshine, vous l'avez vu, elle a fait quelques présentations. Madame Clément a une maîtrise en nutrition, elle est herboriste aussi, et puis elle est professeure adjointe de médecine intégrative à l'Université du Michigan. Alors, vous savez, la médecine intégrative, c'est cette médecine, nouvelle médecine, qui justement conjugue la médecine occidentale à la médecine complémentaire. Alors, c'est très intéressant. La berbérine, la nouvelle propriété, les propriétés nouvelles qu'on connaît à présent, c'est que ça va allumer vos cellules. C'est ça qui est intéressant dans la berbérine. Avant d'en parler plus en détail, je vais faire un petit résumé de tout ce qui comporte les propriétés. Alors, et finalement, pour finir avec les propriétés de la berbérine. Alors, on peut dire que les tendances mondiales de santé, ou en tout cas ce pourquoi on veut combattre présentement, c'est surtout l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment les fléaux du jour. Pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, on sait aujourd'hui que ce n'est pas un problème de cholestérol. Hein? C'est plutôt un problème d'inflammation et d'oxydation. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Cette diapo-là, vous avez vu, si vous avez été au congrès encore en octobre dernier, quand on a présenté le produit CardioX LDL. Et ça, vous voyez ici sur cette diapo-là que même si votre cholestérol total ou encore votre LDL, dit mauvais cholestérol, ont augmenté, votre facteur de risque, vous voyez ici 1,2 et 1,9. Alors, votre facteur de risque n'augmente pas vraiment beaucoup, même si votre cholestérol total et votre LDL augmentent. Par contre, si vos triglycérides augmentent, vous avez déjà un 2,3, 4 de facteur de risque. Donc, votre facteur de risque augmente un peu, mais vraiment, votre facteur de risque augmente si vous avez soit un HDL faible ou encore du LDL oxydé. Là, c'est 8,9 et même votre rapport peut être aussi à 13 facteurs de risque. Vous savez, les LDL et les HDL, on dit bon cholestérol HDL parce que c'est une lipoprotéine qui va amener le cholestérol au foie pour être éliminé.
Alors que le LDL, lui, on le dit mauvais parce qu'il transporte dans le sang le cholestérol, il l'apporte aux cellules. Mais les cellules en ont besoin du cholestérol, alors il n'est pas si mauvais que ça. Il en faut du LDL aussi, parce qu'il faut nourrir nos cellules de cholestérol aussi. Mais ce qui est important, ce qui est dangereux, c'est quand votre LDL est oxydé. C'est là que là, on peut avoir des problèmes d'oxydation et d'inflammation, donc plus de risque de maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé, en 2012, nous montre que la principale cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires. Vous voyez en premier que c'est la cardiopathie ischémique, en premier. Alors ça, c'est quand vous allez chez le médecin puis que vous dites, ben là, ou quelqu'un de votre famille va chez le médecin, puis là, on dit 80% des 80% bloqués. Hein? Vos artères sont à 80% bloquées. Bien, c'est ça. À ce moment-là, vous faites une cardiopathie ischémique ou encore, bien, vous faites un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est les deux. Vous voyez ici le 7,4 millions et 6,7 millions. Alors, c'est vraiment les causes les plus importantes de mortalité. OK? Ici, il manque juste un petit quelque chose là, dans ma diapositive, mais c'est que ce qui est important de savoir, c'est que dans le diabète, là, c'est 1,5 million, mais par contre, ceux qui souffrent de diabète, là, c'est que 80% des diabétiques là, vont mourir d'un AVC. Alors donc, c'est vraiment ces maladies cardiovasculaires qui sont en tête de liste. Ah, excusez, c'est parce qu'il fallait que je... Alors, 80% des diabétiques mourront d'un ACV, on dit aujourd'hui un AVC. Bon, ça, c'était pour les maladies cardiovasculaires. À présent, on va parler de notre microbiome. Votre alimentation influence votre microbiome. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau mot, hein, microbiome, qu'on entend de plus en plus parler. Ça vient du grec, hein, micro pour petit, biome c'est la vie, bios c'est la vie. Alors, et le microbiome est composé de microbiote, M-I-C-R-O-B-I-O-T-E, au lieu de M-E. Et ça, c'est tout l'ensemble des micro-organismes. Disons, ça peut être le microbiome humain, ça peut être le microbiome de l'eau, d'une espèce animale. Chaque personne, d'ailleurs chaque humain, a son propre microbiome. J'ai de la misère avec ce mot-là tout à coup. Microbiome. Okay? C'est comme, disons que c'est vraiment typique d'une personne. Okay? C'est comme nos empreintes digitales. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même microbiome. OK? Alors ça, c'est vraiment... Et ça, pourquoi on appelle ça comme ça aujourd'hui? Avant, on parlait surtout de flore intestinale, de microbiome intestinal, mais on parlait de flore intestinale. Parce que c'est ça qu'on connaissait surtout. En tant que microbiologiste, j'ai fait mes études il y a, disons, quelques dizaines d'années. On parlait que de la flore intestinale, des micro-organismes qu'on avait sur la peau, dans la bouche, mais on pensait que, à cette époque-là, on devait cultiver ces micro-organismes-là pour les voir puis pour les identifier. Mais plus tard, en 2007 environ, là, autour de 2000, on a commencé à pouvoir utiliser l'ADN des micro-organismes. Alors là, on a pu en identifier une multitude parce que beaucoup de ces micro-organismes-là ne sont pas cultivables. Okay? Alors, on pensait connaître beaucoup de la flore intestinale, mais là, avec ces études d'ADN, d'identification de l'ADN, bien là, on s'aperçoit que c'est vraiment des nombres
qu'on n'aurait pas pensé. Okay. Alors là, on va parler surtout de notre microbiome intestinal. Alors là, on va voir les effets des mauvais choix alimentaires. Qu'est-ce qui arrive avec ces choix-là? C'est que les bonnes bactéries, ça nous donne une bonne santé. Mais les mauvaises bactéries, ça nous donne une mauvaise santé. C'est ça qu'on s'aperçoit aujourd'hui. Alors donc, les mauvaises bactéries mènent à un environnement toxique qui se répand dans le reste du corps et qui mène à des inflammations systémiques. OK? Alors donc, c'est intimement lié l'alimentation. Vous voyez ici, une mauvaise alimentation est liée à vraiment de l'inflammation, du diabète, de l'obésité, de l'hypertension, de l'intoxication et tout. Ça mène à une dysbiose intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire une dysbiose intestinale? Ben, c'est un déséquilibre de la flore intestinale, tout simplement. Alors, quand on mange du junk food, là, okay, ça nous amène une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que là, ça peut nous exposer à toutes sortes de colons irritables, de maladies inflammatoires, et etc., de diabète, d'obésité et tout. Et là, on l'a prouvé de plus en plus. Là. On commence à le voir très clairement. Ça aussi, ça perturbe le métabolisme du glucose. Parce qu'il y a une oxydation qui est vraiment galopante et ça augmente la toxicité parce que cette mauvaise alimentation permet aux mauvaises bactéries de se développer plus rapidement que les bonnes bactéries. Vous savez, c'est encore une question d'équilibre. Hein? Ils ne sont pas si mauvaises, puis ils sont bonnes, mais c'est toujours l'équilibre. Il faut toujours avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Et l'alimentation dite occidentale, à ce moment-là, favorise les mauvaises bactéries. Et on va voir à ce moment-là, parce que c'est un nombre assez, puis là, ici, c'est écrit 100 milliards de cellules, mais c'est vraiment 100 000 milliards de cellules et 10 000 milliards de cellules. Alors, il y en a, on est seulement à 10% seulement d'êtres humains. Tout le reste, ce sont de micro-organismes. Quand on pense à ça, là, il faut donc, c'est pour ça que ça a une influence très grande, vous savez, sur toute notre santé. Parce que si on n'a pas la bonne flore intestinale, ben, c'est sûr qu'on va développer pas mal d'inconvénients. OK? Le fait de penser qu'on est seulement à 10% humain, mais le reste, ce sont tous des micro-organismes, alors il faut vraiment penser à changer notre alimentation, une des choses. Parce que ça va changer notre microbiome intestinal. De passer à une mauvaise alimentation à une bonne alimentation va nous aider à changer notre microbiote et automatiquement va nous aider. Il y a même des études qui commencent à apparaître, qui nous disent que c'est quand même assez rapide l'effet du changement d'alimentation sur notre microbiome. Okay? Alors, c'est encourageant. Parce que pourquoi? Si notre microbiome est plein de mauvaises bactéries, ces mauvaises bactéries-là produisent des toxines. Et on les appelle des endotoxines, puisque c'est des toxines qui sont produites à l'intérieur de l'intestin. Okay? Alors, mais ces toxines-là, ils ne restent pas juste dans nos intestins. Ils s'en vont un peu partout, dans le cerveau, dans le foie
un peu partout dans notre corps. Alors donc, ils produisent de l'inflammation. Ça va nous amener aussi une résistance à l'insuline, on va en reparler, puis un dysfonctionnement métabolique, tout simplement. Alors, mais là, comme je vous disais, il y a des études qui commencent à prouver, et ça a été publié, voyez-vous, en 2012, en gastro-entérologie, que l'alimentation, si on donne l'alimentation occidentale, bon, junk food, pendant un mois, ben, on a une hausse de 71% des concentrations d'endotoxines. On vient de voir que l'endotoxine produit de l'endotoxémie qui se répand dans tout notre corps, nous inflamme et nous cause beaucoup de problèmes. Par contre, voyez-vous qu'une alimentation prudente, je dirais une alimentation méditerranéenne, en fait, ou encore une alimentation selon une forme, là, ça a permis de réduire des concentrations de 31% d'endotoxines. Okay? Ça veut dire de réduire notre apport de sucre, d'augmenter notre apport de protéines et d'augmenter aussi nos fibres. Vous voyez ici, c'est plein de fruits et de légumes. Okay? Il manque un peu de protéines là, dans le petit dessin de cœur de Healthy Food, mais c'est vraiment, c'est le principe d'augmenter nos protéines, diminuer le sucre, tous les hydrates de carbone. Et là, on voit un effet assez rapide sur notre endotoxémie. Ce qui veut dire, on a même fait une étude, c'est une étude, je crois, française. On a réduit considérablement, là, vraiment une privation de sucre. Puis là, on s'est rendu compte que notre foie, le foie, les reins et même les intestins se mettaient à produire du glucose, chose qu'on ne savait pas. Et ce glucose-là avait des propriétés qui nous donnaient une satiété plus grande que le glucose produit par le sucre qu'on peut avaler. Alors ça, c'est vraiment, on va en entendre parler de plus en plus de ça, c'est que sinon on réduit notre apport en sucre, ça peut nous aider à ce moment-là pour changer notre microbiote et enlever pas mal de toutes ces manifestations d'endotoxémie. Ici, une étude qui nous dit que l'endotoxémie métabolique initie l'obésité et la résistance à l'insuline. Voyez-vous? Alors donc, plus notre intestin, notre microbiote intestinal est rempli de bactéries qui produisent des endotoxines, ça peut nous amener à l'obésité, qu'on connaît, et à la résistance à l'insuline. Voyons un peu la résistance à... Oh, ça c'est tout mis. La résistance à l'insuline. Ici, je vois que ce petit dessin montre quand même bien ce phénomène de la résistance à l'insuline. Vous voyez les aliments qui entrent dans le corps. Là, le foie va lui produire le glycogène, le glucose, qui est transformé en glucose. Le glucose passe dans le sang et ça va nourrir les cellules parce que notre glucose, c'est notre gaz, hein? C'est ça qui nous donne de l'énergie. Mais pour nous aider à faire pénétrer notre glucose dans nos cellules, c'est que le pancréas, lui, va produire de l'insuline, qu'on voit sous la forme de clé. Okay? Alors, il va aller ouvrir le cadenas de nos cellules pour faire pénétrer notre glucose. Okay? Mais, qu'est-ce qui arrive là, si on fait de la résistance à l'insuline, c'est que la clé, l'insuline, soit qu'elle n'arrive pas au bon récepteur, ou encore que la clé a été comme limée
qu'elle ne réussit pas à ouvrir les cellules pour faire pénétrer le glucose dans nos cellules. Alors, c'est ça le phénomène de la résistance à l'insuline. Qu'est-ce qui va arriver si le glucose ne pénètre pas dans nos cellules? Ben, à ce moment-là, il va être converti en gras. Et le taux de triglycérides va augmenter. Okay, ça, c'est un des signes, le test sanguin de la triglycéride. Ça va nous donner une indication qu'on commence à faire de la résistance à l'insuline. On dit aussi que si vous commencez à faire de la résistance à l'insuline, ben, vous allez vous plaindre de fatigue après les repas, d'envie de sucre. Et puis des difficultés à perdre du poids, c'est certain. Parce que à chaque fois que vous allez manger et que votre sucre ne se pénètre pas dans vos cellules, il va être transformé en gras. Donc, vous allez automatiquement prendre du poids. OK? Ce qu'on appelle évidemment prédiabète, là, quand on commence à faire de la résistance à l'insuline, le syndrome X, le syndrome métabolique aussi, ou encore on peut faire carrément du diabète de type 2 ou d'hyperinsulinémie. Et la diabésité. Qu'est-ce que c'est que la diabésité? Ben, c'est tout simplement l'obésité due au diabète. OK? Est-ce que vous pensez que la diabésité est réversible après ce que j'ai dit? Ben oui, hein? Puisque notre alimentation peut faire en sorte qu'on va réduire notre résistance à l'insuline, parce que aussi notre alimentation va changer notre microbiote intestinal. Tout ça est lié. Okay? Donc, si on change notre alimentation et notre mode de vie, ben, c'est sûr que il y a beaucoup de cas de résistance à l'insuline, de diabésité, va être réversible. Ici, on parle, c'est sûr, de résistance ou d'insensibilité à l'insuline. On ne parle pas d'un cas de destruction des cellules du pancréas, comme c'est le cas du diabète de type 1. C'est plutôt sur un phénomène de maladie auto-immune, bien que je suis peut-être portée à penser que de changer son microbiote aussi pour le diabète de type 1 devrait aider beaucoup. Si vous voulez savoir si vous êtes à risque de la résistance à l'insuline, ben d'abord, vous regardez la forme de votre corps, si vous êtes en forme de pomme au lieu de poire. Puis si vous avez un tour de taille assez volumineux, avez-vous aussi, pour les femmes, avez-vous un historique d'ovaires polykystiques? Ou encore avez-vous déjà fait du diabète de grossesse? Ça, c'est des facteurs de risque. Menez-vous une vie sédentaire? C'est sûr que si vous ne faites pas aucun exercice, vous êtes plus à risque. Avez-vous un historique de diabète dans votre famille? Alors là, c'est sûr que vous avez peut-être plus des gènes pour le diabète, mais on va voir que même si vous avez des gènes, ça compte pour seulement 20 à 30 %. Hein? Alors, on peut faire quelque chose, on a quelque chose à faire pour diminuer notre risque. Avez-vous une alimentation riche en gras et en sucre? Puis, si vous êtes noir, hispanique ou autochtone aussi, c'est sûr que vous êtes plus à risque. Mais encore là, dépendant de votre alimentation, on peut changer. Faites-vous d'hypertension artérielle ou avez-vous un historique de calcul rénaux ou biliaire? Ben, c'est sûr que là, encore, vous êtes un peu plus à risque. Alors donc, l'alimentation qui est riche en glucides et en gras aussi, ça va nous amener un changement de microbiome intestinal surtout. Et ce microbiome intestinal-là va produire plus d'endotoxines. Donc, on va faire de l'endotoxémie, qu'on appelle. Et ça va nous amener
de l'inflammation et de la résistance à l'insuline, qui va résulter en une dysfonction métabolique. Donc, on fait du surpoids, de l'obésité, on a un syndrome métabolique, on fait du diabète et on est amené vers un AVC. Ça nous mène à un AVC, avec des triglycérides plus élevés, avec des LDL oxydés. Okay? Tout ça se tient. Mais tout ça part, comme vous voyez, d'alimentation riche en glucides et en gras, qui va nous amener à un changement du microbiome, de notre microbiote. Et éventuellement, c'est sûr que ça va nous amener au diabète, comme je disais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, on a des solutions. On a nos probiotiques, nos oméga-3, le CoQ10 aussi qui n'est pas ici, puis notre belle berbérine ici. On va la garder pour la fin. Les probiotiques. Ben, on connaît les probiotiques, c'est des bonnes bactéries. Hein? On les voit ici, là, ils ont l'air bien heureuses. Puis ils sont en train de manger des mauvaises bactéries qui, eux, produisent des endotoxines. OK? Alors, donc, dans quoi on peut trouver nos probiotiques? Ben, il y a le kéfir, on connaît le kéfir, on connaît aussi le yogourt. La choucroute aussi, c'est quelque chose de fermenté. Le kéfir de coco, personnellement, j'ai jamais goûté, mais ça doit être bon pour ceux qui aiment le coco. Le kombucha, là, la boisson fermentée aussi. Le kvass, ça, on connaît moins ça ici. C'est une boisson russe qui est fait à base de pain noir, de pain de seigle, qui est fermenté. OK? Alors, ici, on n'en trouve pas. Il y a le natto aussi, qui est du soya fermenté. Il y a aussi, qui n'est pas représenté ici, hein, il y a le miso, qui est du riz fermenté, puis les fromages au lait cru. Ensuite de ça, il y a nos oméga-3. Hein. Les oméga-3, c'est vraiment pour les bienfaits cardiovasculaires, c'est prouvé, qu'il y a un abaissement de triglycérides, d'arythmie, d'anti-thrombotiques aussi, anti-inflammatoires, puis anti-hypertenseurs, l'oméga 3. Dans quoi on trouve les aliments riches en oméga 3? Ben, c'est sûr que vous avez ça dans vos poissons gras, comme le saumon, la sardine, le hareng, la morue et tout ça. Mais ça, c'est de l'oméga 3 de source animale. Donc, vous avez le EAP et le ADH. Puis, il y a aussi dans l'oméga 3 d'origine végétale que vous retrouvez dans les noix et les graines, surtout. OK? Alors, vous voyez quand même qu'on peut, dans l'alimentation. Par contre, vous savez qu'on ne peut pas toujours manger beaucoup de poisson parce qu'il est très contaminé. Alors, ça nous empêche d'avoir notre apport souvent d'oméga 3 par le poisson. Les taux de CoQ10, aussi, qui est vraiment un antioxydant formidable aussi, ça baisse en vieillissant. Alors, vous voyez ici que, dépendant dans notre foie, dans notre rein, dans les poumons et dans le cœur, qu'après 40 ans, là, ça commence à baisser. OK? Et ça baisse tout le temps, surtout dans les poumons, là, ça baisse d'une façon assez dramatique. Peut-être que dans le foie, un petit peu moins, mais ça baisse toujours les quantités de CO10, de CoQ10, qui est en passant une coenzyme Q10. On peut en avoir dans les aliments. Ici, ces diapos-là, je les ai en anglais, là, mais un des aliments qui en contient beaucoup, c'est du cœur de porc. Je ne sais pas si vous avez ça souvent à votre menu, mais moi, pas. Il y a aussi la viande brune, par exemple, dans le poulet, les cuisses de poulet, les cuisses de dinde. Vous avez une plus grande quantité de CoQ10 que dans la viande blanche. Alors, ça, ils en avaient aussi dans les poissons, dans les végétaux, mais vous voyez que la quantité
vraiment minime, OK, dans l'alimentation. C'est difficile de bien d'augmenter notre quantité de CoQ10 dans notre alimentation. Alors, c'est sûr que, et c'est pas toujours facile non plus d'avoir toujours cette bonne alimentation-là. Alors, puis quand on vient à l'hiver où nos fruits et légumes sont pas de ces plus frais, alors on peut quand même, il y a quand même des solutions qu'on peut avoir et qu'on peut intervenir. Et à ce moment-là, on peut intervenir avec les probiotiques. Vous avez ici le probiotique 11 qui fournit 11 souches de bactéries. Vous avez vu tantôt que de prendre des probiotiques, ça va augmenter le nombre de bonnes bactéries, donc diminuer le nombre de mauvaises bactéries qui produisent des endotoxines. On a aussi, évidemment, dans Nature Sunshine, on a aussi Acidophilus bifidus, on a le Bifidus floraforce aussi, qui sont de 3 bons probiotiques que l'on peut prendre. Et c'est vraiment, comme je dirais, obligatoire de prendre des probiotiques quand vous avez un traitement, quand vous devez faire un traitement d'antibiotiques. De prendre des probiotiques quand vous avez un traitement d'antibiotiques. Parce que là, l'antibiotique, lui, va détruire les mauvaises bactéries, mais il détruit les bonnes aussi. Il détruit toutes les bactéries. Alors, il faut refaire la bonne flore dans notre intestin. On prend des antibiotiques. Alors, le probiotique, lui, va justement éliminer ces toxines-là aussi. Le Cardio-X LDL, dont je vous ai parlé un peu au début, c'est lui qui va moduler l'oxydation du cholestérol LDL. Là. Vous savez qu'on a vu que si vous aviez du LDL oxydé, ben vous êtes beaucoup plus à risque de maladies cardiovasculaires. Il va soutenir un taux de cholestérol sain. Et c'est sûr que pour aller contrer les LDL oxydés, c'est une formule qui est exclusive à NSP, à Nature Sunshine, et ce sont de puissants antioxydants. Vous voyez ici, ça contient du bergamote et plein de graines ou d'extraits qui sont pleines d'antioxydants, mais vraiment spécifiques pour aller contrer le LDL oxydé. Okay? Donc, ça va évidemment favoriser un cholestérol sain, un taux de triglycérides aussi qui est normal, puis une glycémie normale. OK? Avec le Cardio-X-LDL. Moi, personnellement, j'ai eu des expériences avec Cardio-X-LDL qui ont ça fait quand même là, quelques mois et ça a très bien fonctionné. Super Oméga 3, ben, on a vu que, bon, c'est surtout que ça, c'est de l'huile de poisson. Donc, c'est le AEP et ADH, des sources d'acides gras d'origine animale. On ne peut pas toujours manger assez de poisson pour en avoir suffisamment. Donc, c'est toujours bon de prendre un supplément d'oméga 3 de source animale. L'oméga 3 est reconnu pour, bon, on a parlé tantôt d'abaisser le taux de triglycérides, c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, mais il y a une propriété à l'oméga 3 aussi, c'est un constituant un constituant principal des membranes cellulaires. Et comme vous avez vu dans la résistance à l'insuline, la membrane cellulaire est très importante dans nos cellules. C'est elle la gardienne. Si nos membranes de cellules sont
poreuses, trop poreuses, elles vont laisser pénétrer des particules qu'elles ne devraient pas. Ou encore, si elle est trop fermée, elle ne laissera pas passer des particules qu'elle devrait laisser passer. Alors donc, la bonne santé de nos membranes cellulaires, c'est très important. Et ça, avec des oméga-3, on peut justement favoriser la bonne santé de nos membranes cellulaires. C'est aussi bon pour le système structural et pour la peau, hein. Puis aussi pour la sécheresse des yeux. De plus en plus d'ophtalmologistes recommandent de prendre 2 capsules d'oméga-3 par jour pour la sécheresse des yeux. Vous savez, on fait tellement d'ordinateurs, l'air pollué, tout ça. Mais surtout le temps qu'on passe devant un écran d'ordinateur fatigue beaucoup les yeux et assèche beaucoup les yeux. Alors, le problème de sécheresse des yeux est de plus en plus fréquent. Alors, c'est pour ça que pour prévenir cette sécheresse des yeux, c'est très bon de prendre un supplément d'oméga-3. Le CoQ10, vous savez qu'à présent, on l'a en 100 mg avec 60 gélules dans la bouteille, ce qui est très commode comme format et très économique aussi. Et c'est sûr que ça favorise une santé cardiovasculaire saine, ça aussi, puisqu'on a vu qu'on en perdait toujours. Mais comme c'est des antioxydants, donc ça va nous aider. Ça va réduire le stress oxydatif cellulaire et c'est neuroprotecteur aussi. Okay? Ça soutient le cœur, les reins, le foie et le pancréas. C'est sûr que c'est vraiment quelque chose après 40 ans qu'on devrait penser à prendre du CoQ10, mais aussi si vous prenez des statines, c'est-à-dire des médicaments pour faire baisser le cholestérol, l'Epitor, le Crestor, des choses comme ça. Ces molécules-là de statine détruisent le CoQ10. Alors, non seulement vous en avez moins parce que vous vieillissez, mais vous n'en avez pas du tout si vous prenez ces médicaments-là. Dans la notice de ces médicaments-là, le Lipitor, le Crestor, c'est écrit que vous devez prendre du CoQ10. Mais évidemment, vous ne voyez jamais le mode d'emploi de ces choses-là. Le pharmacien vous donne vos médicaments dans un petit contenant, puis vous ne le voyez pas, mais c'est écrit. C'est sûr que à présent, il y a certains cardiologues qui commencent à le dire, de prendre du CoQ10. Ou en fait, moi, j'ai des clientes qui en ont parlé à son cardiologue, et son cardiologue a dit, oui, c'est une très bonne idée de prendre du CoQ10. Il a fallu qu'elle lui suggère, mais il a fini par dire, ben oui, c'est une très bonne idée que vous preniez des CoQ10. Parce qu'elle avait fait déjà des accidents vasculaires cérébraux. Alors, c'est vraiment, le CoQ10 aussi, c'est un anti-vieillissement, parce que comme ça diminue en vieillissant, puis si vous en prenez un supplément, ben ça va être votre fontaine de jouvence. Et nous arrivons, enfin, vous allez dire, à la berbérine. C'est vraiment un beau petit fruit, hein, cette berbérine. C'est là-dedans qu'on le retrouve, la berbérine. C'est pas le fruit, la berbérine, mais on le retrouve là-dedans. Alors, c'est des alcaloïdes, okay, qu'on retrouve dans, entre autres, le Berberis aristata, l'Hydrasse du Canada, l'épine vignette en produit aussi, le Mahonia feuille de houx, puis il y a d'autres aussi herbes qui produisent la berbérine. Okay? Alors, celui de Nature Sunshine, le Berberine IR, est extrait du Berberis aristata. C'est un arbuste. Okay? Et puis, IR pour la réduction de l'insuline. Parce que vous avez vu dans notre schéma de tantôt de la résistance, c'est que si vos cellules
sont plus ouvertes au glucose, vous allez produire moins d'insuline. Alors, vous voyez ici, la propriété de la berbérine, c'est d'activer un enzyme clé qui soutient le métabolisme du glucose. Donc, la berbérine va aller activer l'enzyme qui va permettre à vos cellules de s'ouvrir au glucose, que le glucose pénètre dans vos cellules avec un minimum d'insuline. Parce que quand les cellules sont fermées au glucose, le corps lui dit, ben là, je vais produire un peu plus d'insuline, puis peut-être que là, ça va rentrer, puis peut-être, mais les cellules, c'est comme l'insuline, la clé, là, elle ne fonctionne plus. Alors, puis là, l'insuline reste là. Alors, donc, c'est là qu'on peut avoir pas mal de problèmes aussi. OK? Donc, si la berbérine active cette enzyme-là, qu'active nos cellules avec cette enzyme-là, ben, les effets de la berbérine contre le diabète ont été démontrés aujourd'hui. OK? Alors, c'est dans un essai clinique publié dans le Metabolism, on a montré que la berbérine fonctionne tout aussi bien que le médicament le plus vendu pour le diabète de type 2. OK? Le metformin pour ne pas le nommer. OK? Alors, on a prouvé que les résultats étaient identiques. OK? Ça fonctionnait aussi bien l'un que l'autre. Alors, c'est assez merveilleux, n'est-ce pas? Et évidemment, avec beaucoup moins d'effets secondaires. En plus, et je dirais peut-être en même temps, c'est que la berbérine inhibe l'habilité des endotoxines à se lier aux cellules musculaires. Alors, je vous ai parlé au début qu'on connaît la berbérine depuis en médecine chinoise, en médecine ayurvédique depuis très très longtemps, et c'est ce qu'on connaissait de la berbérine, son activité antimicrobienne. On le connaissait comme un antibiotique, donc qui peut détruire des bactéries, un antiviral, un antiparasitaire même. Okay? Alors, toutes ces propriétés-là de la berbérine étaient connues. Et ces propriétés-là, sa propriété-là de la berbérine fait en sorte qu'elle va réduire, si elle réduit les mauvaises bactéries et les mauvais virus et tout ça, tous les mauvais organismes, micro-organismes, c'est sûr qu'elle va réduire le taux d'endotoxines. Ce sont eux qui produisent des endotoxines. Et ça va réduire le taux d'endotoxinie. Donc, on va automatiquement aussi améliorer le fonctionnement du métabolisme du glucose. Alors, il y a une autre étude qui a été publiée en 2014. Vous voyez que c'est très récent. C'est cette nouvelle propriété qu'on vient de découvrir. Avant, on parlait d'antimicrobiens pour la berbérine, mais là, à présent, on se rend compte que c'est lié à ses propriétés antibactériennes, mais ça a beaucoup plus d'effet que juste un antibactérien. Alors que la berbérine a réduit la liaison d'endotoxines aux récepteurs cellulaires, en plus de bloquer l'activation d'inflammation. Ben c'est sûr, puisque ces endotoxines-là produisent de l'inflammation. Donc, on va réduire le taux d'inflammation si on réduit le taux d'endotoxines. On dit aussi qu'un apport nutritionnel ciblé, okay, c'est l'effet du supplément chimique de berbérine sur le microbiome. Okay? Alors, on a prouvé que des données récentes suggèrent que la flore intestinale est associée à l'inflammation, à l'obésité et au diabète de type 2. Ça, on l'a prouvé. Mais on a démontré que si on prenait des probiotiques ou encore si on est obligé de prendre un traitement d'antibiotiques, ça a un effet sur le diabète.
eux disent aussi sur l'obésité, mais ça, on l'avait surtout vu sur les cas de diabète. OK? Fait donc, on a démontré que la berbérine, son activité antimicrobienne, là, ça pourrait constituer un des mécanismes d'abaissement glycémique et antidiabétique. C'est à cause de ces propriétés-là qu'on connaissait qu'on s'aperçoit qu'elle a aussi une action sur le diabète et aussi baisser le taux de sucre dans le sang, de glycémie. Alors donc, si la berbérine, elle va soutenir le côlon pour lutter contre les endotoxines, puis ça va nous aider dans notre métabolisme du glucose. C'est sûr que si la berbérine nous aide à baisser notre taux d'endotoxémie, okay? Réduit les mauvaises bactéries, okay? Donc, ça va réduire notre obésité, donc on va perdre du poids, c'est bon pour la gestion de poids. Ça va réduire notre diabète, okay? C'est sûr que comme l'obésité et le diabète sont deux causes des maladies cardiovasculaires, que notre berbérine, elle favorise la santé cardiovasculaire. C'est sûr. Parce que à ce moment-là, on va avoir une baisse des triglycérides et du LDL oxydé par le fait même. OK? Alors donc, on peut penser que la berbérine, c'est la solution là, à tous nos fléaux. Là. Puis, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez peut-être penser que votre grand-mère, que votre arrière-grand-mère, que votre grand-père font du diabète, puis font de l'obésité, que vous allez faire de diabète, vous allez faire de l'obésité. Ben, souvenez-vous que seulement que 20 à 30% des problèmes de santé qui sont attribués à vos gènes. Le reste, là, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que vous avez vu que dans la présentation, quand on parle de changement de microbiome, que c'est l'alimentation en premier qui peut faire un grand changement dans le microbiome, donc qui peut faire un grand changement pour l'endotoxémie, pour le diabète aussi et pour l'obésité. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné, que même si on change notre alimentation pour réduire les sources de sucre, ben, on peut, à ce moment-là, notre corps fait en sorte qu'on produit un glucose qui, lui, a une satiété. Alors, tout se tient. Okay? On va réduire notre obésité automatiquement, mais sans, à ce moment-là, en se privant pas, parce qu'on va avoir quand même une satiété quand on arrête de manger du sucre. Alors, je vous invite à vous engager envers un programme de 90 jours. Tout ça, toutes ces belles propriétés-là que je vous ai parlé, c'est sûr que ça ne se fait pas en 3 jours. Hein? Alors, c'est un programme de 90 jours pour l'équilibre glycémique de la santé intestinale. Vous avez la berbérine, les probiotiques, l'oméga 3, le Clean Start dont je n'ai pas parlé ce soir, mais dont on vient évidemment de lancer ce produit. Alors, c'est sûr qu'au début, pour nettoyer les intestins, pour enlever le plus possible de ces mauvaises bactéries, de réduire notre endotoxémie, de nos endotoxines, le Clean Start est idéal pour ça. Et ensuite, avec nos probiotiques, notre berbérine et l'oméga 3 pour vraiment compléter le tout. Puis aussi, il y a, ne pas oublier pour la santé cardiovasculaire, le CoQ10, CardioX, LDL si vous avez un problème, et encore notre super oméga 3. Je voudrais juste vous mentionner
que dans la fiche d'information de la berbérine, d'abord le numéro de produit, c'est le 1398-6, OK, là, le petit tiret 6 est manquant, et qu'il y a une petite erreur dans la traduction française là, qui va être corrigée. Parce qu'on parlait d'en allumant pas en éteignant les cellules, là, mais c'est vraiment en activant vos cellules. Ça, je voulais vous préciser ça. Il y a beaucoup aussi d'infos-risques, beaucoup de mentions pour la berbérine. Entre autres, dans toutes les lectures que j'ai faites, la réaction secondaire, OK, qu'on mentionne, c'est que quand on commence à prendre de la berbérine, on peut souffrir un peu de constipation. Okay? Alors ça, à ce moment-là, il faudra y voir, mais c'est à peu près la seule chose que l'on mentionne dans la littérature. Alors, je vais remettre l'écran à Jannick. Parfait, merci. Est-ce que c'est possible juste de mettre l'autre diapo, Hélène, s'il vous plaît? Oui. Parfait, merci. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire ce soir. Et les gens qui sont présents avec nous, comme on peut dire live, nous vous offrons la promotion suivante pour la berbérine. Donc, vous allez obtenir 10 de rabais et un VP complet. Vous allez obtenir une livraison gratuite. Les commandes doivent être effectuées dans les 3 prochains jours ouvrables, donc de demain à vendredi. Et en plus, nous allons avoir un tirage pour toutes les commandes de 100 $ ou plus. Donc, on a le temps pour une ou deux questions. Si vous avez une question, peut-être me l'écrire et je vais la présenter à Hélène. Oui, Lise? Est-ce que tu peux taper la question, s'il vous plaît? Hélène, est-ce que toi, tu vois une question ou... Non. Ah, OK, je l'ai ici. Attends un peu. OK. La berbérine est-elle plus curative que préventive? Oui, elle est préventive aussi. OK? Mais je dirais qu'elle est les deux. OK? Mais c'est sûr que quand elle est curative, OK? Là, il faut, surtout dans le cas là, du diabète, là, il faut bien que la glycémie soit monitorée d'une façon régulière pour ne pas, évidemment, pour pouvoir ajuster les doses si vous êtes déjà sur la metformine ou encore sur l'insuline. Okay? Alors ça demande une surveillance de la glycémie très rapprochée, mais ça peut être aussi pris préventivement pour améliorer notre microbiote. OK? Alors, je dirais que c'est pour les deux. Excuse-moi. Non, c'est ça, j'ai dit, c'est pour les deux. Pour les deux, OK. J'ai une autre question ici. Quelle est la différence entre SweetFX et berbérine sur les résultats par rapport au pancréas? OK. C'est que j'ai expliqué que la berbérine ouvrait les cellules, OK, au glucose. Donc, elle va permettre au glucose d'entrer dans les cellules et donc une plus grande énergie. Alors que le SweetFX, lui, bloque l'entrée du glucose dans les cellules. OK? Donc, à ce moment-là, ça peut aussi faire l'effet qu'on peut diminuer l'insuline aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose, le même effet là, d'empêcher le glucose puis de le laisser entrer dans les cellules.
Je ne sais pas si c'est clair, là, mais... Parfait, merci. Je vais voir si on en a un autre. Parce que le Sweet FX, je reviens, là, le Sweet FX aussi contient de la thiamine aussi. C'est aussi pour le moral aussi, hein. Alors, c'est pas juste pour l'effet sur la glycémie. OK, parfait, merci. Et puis, j'ai une dernière question que moi, je vais pouvoir répondre. Donc, l'escompte de 10 c'est pour les commandes totalisant 100 et plus, vous allez obtenir 10 et un VP complet. Donc, pour avoir été sur le webinaire, non, c'est pas seulement sur la berbérine, c'est pour toutes vos commandes de 100 ou plus. Excuse-moi, pour le tirage, je reviens à mon, excuse-moi, vous allez dans le tirage pour les commandes de 100 ou plus, mais pour vos commandes, vous allez obtenir 10 de rabais et un VP complet. Je suis désolée. Donc, avez-vous, oui, c'est ça, 10 de rabais et un VP complet avec une livraison gratuite. Les commandes doivent être effectuées dans les 3 prochains jours ouvrables et pour les commandes de 100 ou plus, vous êtes dans un tirage. Donc, non, c'est pas seulement pour la berbérine. Donc, merci beaucoup de votre participation. Hélène, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir d'obtenir tous ces renseignements. Cette présentation va être en ligne, je vous dirais, d'ici vendredi. Et vous allez avoir accès là, à la présentation PowerPoint ainsi qu'au message, au webinaire en tant que tel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Bonsoir.